Larry Fink. Ouais, Larry Fink, j'ai rajouté Larry Fink, bah oui, parce que de BlackRock, parce que c'est la pierre angulaire économique et financière de tout un système. Et en plus, ça a un lien avec la retraite très étroit, ouais, très important. Bah oui, parce que... Est-ce que tu penses à une retraite pour toi-même ou tu t'en fous? C'est trop loin. Bon, c'est vrai que pour moi, ça me paraît loin encore. Tu me rappelles ton âge? 25 ans. Ouais, 25 ans. Donc c'est un peu loin, mais non, mais c'est un ensemble de toute façon. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles en fait le pouvoir veut la mettre en place. Il y a une raison économique qui est due à notre appartenance à l'Union européenne. Parce que économiquement, comme il faut aplanir les économies en fait des nations, parce que c'est à cause de notre appartenance à l'union monétaire, l'euro, la monnaie commune. Ils veulent mettre d'écart tous les pays, donc en fait, ils veulent aligner toutes les économies. Donc en fait, faut faire de l'austérité dans certains pays et voilà. Il y a cette raison-là, et moi je pense qu'il y a une deuxième raison plus perverse, qui est que on sait tous que demain, ça Harari l'a dit. Il y aura 80% de gens qui seront inutiles. Ouais, il a parlé d'inutiles. Lors de la révolution industrielle du 19e siècle, l'humanité a essentiellement appris à produire toutes sortes de choses, comme des tissus, des chaussures, des armes et des véhicules. Cela a suffi à un très petit nombre de pays qui ont mené cette révolution suffisamment vite pour subjuguer tous les autres. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'une seconde révolution industrielle, mais cette fois, le produit ne sera ni des tissus, des machines, des véhicules ou même des armes. Cette fois-ci, le produit obtenu sera les humains eux-mêmes. Nous apprenons essentiellement à produire des corps et des esprits. Les corps et les esprits seront, d'après moi, les deux principaux produits de la prochaine vague de tous ces changements. Et si un fossé se creuse entre ceux qui savent produire des corps et des esprits et ceux qui ne le savent pas, alors il sera bien plus conséquent que tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire jusqu'à maintenant. Sauf que cette fois-ci, si vous ne faites pas partie de la révolution de façon suffisamment rapide, il y a des chances que vous disparaissiez. Une fois que vous savez comment produire des corps, des cerveaux et des esprits, alors la main-d'œuvre bon marché en Afrique ou en Asie du Sud, où qu'elle soit, ne vaudra tout simplement rien. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Je ne pense pas que nous ayons un modèle économique pour cela. Ma meilleure hypothèse, et cela reste une présomption, est que la nourriture ne sera pas un problème car avec ce genre de technologie, nous serons en mesure de produire de la nourriture pour tout le monde. En revanche, il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Et moi je pense que les gens qui resteront à travailler, parce qu'effectivement le travail sera automatisé, ils veulent aussi en fait leur prendre le plus de, disons comment dire, en fait ils veulent les utiliser au maximum, les exploiter au maximum. Ceux qui resteront à exploiter, ils veulent les exploiter au maximum. Parce que bon, ça, c'est le capitalisme. Ils vont continuer comme ils ont commencé. On va partir donc avec un salaire universel, 1 euro numérique alors. Ah oui, en tout cas c'est le projet quoi. Le revenu universel, c'est sûr parce qu'en fait, il y a deux moyens. Il y a soit la dépopulation de 80% de la population, mais bon là c'est quand même ça va quand même peut-être un peu trop se voir. Ou la deuxième solution pour l'oligarchie mondialiste, effectivement, c'est un revenu universel, des aides, et donc en fait un modèle style société fabienne. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand je dis société fabienne. C'est un truc dont parle pas mal Pierre Hillard justement, parce qu'on parlait de Pierre Hillard la dernière fois. En fait, c'était une espèce d'organisation, d'association presque, qui militait pour un espèce de capitalisme pour l'élite et de socialisme pour le bas. Donc en fait, effectivement, d'aide, etc. D'ailleurs, je pense que ça a un lien peut-être un petit peu avec le
le philanthropisme, là, le philanthrocapitalisme de certaines élites, le fait de donner un peu, pour calmer les... Oui, c'est pas forcément pour aider, c'est pour calmer. Ouais, voilà, c'est ça, pour calmer. Bon, après, Bill Gates, lui, le fait pour des raisons funestes, des raisons horribles. Il vaccine des gens au Kenya, ça crée des problèmes incroyables. On a l'impression qu'il venait d'une famille, on savait pas laquelle, maintenant on a compris. C'est une grande lignée de personnes qui sont dans l'eugénisme. Ouais, c'est ça. Il n'arrive pas comme ça par hasard à faire ce qu'il a fait, quand même. Non, c'est clair. Bah, son père, en fait, il était membre du conseil d'administration d'une organisation qui est très connue, parce que c'est le planning familial. Ah oui. Et l'origine du planning familial est quand même très très sombre, parce qu'en fait ça vient d'une certaine Margaret Sanger, qui était une eugéniste intégrale, une féministe aussi, ouais. Ouais, bah t'as peut-être vu ma vidéo, non? Parce que j'ai fait une... Non, peut-être pas, non. Ah bah peut-être, ok, ouais. Et donc, effectivement, Margaret Sanger, elle écrivait des choses complètement horribles. J'ai parlé de libération sexuelle sur des lives, avec après, est-ce que c'est par hasard qu'il y a eu tout ça? Ça a été imposé aussi par cette dame aussi, et toutes ces personnes qui ont voulu, non pas aider les femmes, mais en même temps surveiller un petit peu la population. Oui, c'est ça, et puis bon, en fait, elle avait un but, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a créé le planning familial. C'est aussi pour ça qu'elle a créé une revue qui s'appelle Birth Control Review, donc le contrôle des naissances quand même. C'était de stériliser, selon ses mots, les inaptes. C'est-à-dire en fait les pauvres, les gueux qui n'étaient pas éduqués, les handicapés, les syphilitiques, etc. C'est horrible hein, comme... la Fabian Society, j'en parle aussi. Ah oui, la Fabian Society, ouais, voilà. Ouais. Bah, on peut dire Société Fabian Society, ouais. En anglais, ouais. Ouais, donc ce projet ne date pas d'hier. Oh non, ça fait clair. déjà un moment même. Et il date pas du nazisme. Fight, les gars. Avec les idées qui sont venues avec la théorie de l'évolution, on a commencé à se dire tiens, si on pouvait sélectionner les gens pour que la race humaine soit augmentée. Et là, ça rejoint vachement les idées transhumanistes. Aujourd'hui, on veut augmenter l'homme, c'est-à-dire en fait le diminuer parce que en fait on veut lui. Il y a des fausses croyances chez les Français ou chez beaucoup de personnes, c'est qu'on croit que c'est pour le mieux. En fait, c'est pas forcément pour le mieux de tout le monde. C'est pour le mieux de certains. C'est pour le mieux de certains, ouais. Et puis Harari, pour revenir sur Harari, lui en plus. Tu l'aimes bien. Ouais, parce que j'ai lu son livre Sapiens et j'ai été sur le cul parce que c'est. Il est sérieux. Il est très sérieux, et puis à la fin, à la fin, il t'amène. À la fin, il se met à écrire que l'espèce humaine va disparaître et que c'est très bien comme ça. Que, en gros, le but c'est effectivement de créer une nouvelle espèce. Et voilà, une nouvelle espèce augmentée, soit par le génie génétique, donc par les mutations dans nos gènes, soit par le bionique, enfin la robotisation de nos corps, on va dire, les puces, voilà, c'est terrible. Le transhumanisme, c'est marrant parce que il hérite presque de l'humanisme, parce que le transhumaniste, il est très contre Dieu en fait, il est très contre la création, il est. Il faut faire attention parce que des fois on a du mal à comprendre et on peut comprendre de travers. Quand tu nous dis de l'humanisme aussi. Ça n'a rien à voir en plus. Non, c'est vrai. Non, moi je suis humaniste, mais disons que l'humanisme avec la Renaissance, ça a été un courant, on va dire, idéologique, philosophique qui s'est dit qu'il fallait libérer l'homme de Dieu et qu'il fallait mettre l'homme au-dessus de toute chose. Il y a quelque chose d'un peu orgueilleux quand même dans l'humanisme des origines. Je vais vous expliquer pourquoi. En franc-maçonnerie, par exemple, un apprenti ou un compagnon ne peut absolument pas comprendre où va le système et pourquoi un frère d'un certain grade ne sera jamais, à moins d'être vraiment malin et de connaître tous les rites et d'aller s'y reporter, ne saura jamais où ça va. Alors je vais prendre un exemple. À l'époque juste avant la Révolution française, voilà ce qui s'est passé. Vous avez un code en maçonnerie qui est donné aux frères. Le code ne change pas, par contre la signification change. Alors, vous avez LDP. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, LDP, quand vous êtes apprenti, ça veut dire liberté de passer. C'est-à-dire, en gros, vous arrivez en loge, vous avez un frère couvreur avec l'épée qui veut vérifier que vous êtes bien franc-maçon, vous donnez le code
etc. Et vous avez la liberté de passer. Voilà, ça c'est la définition pour les bas degrés. Un petit peu plus haut, quand vous montez les degrés, le code reste le même, ça devient liberté de penser. Très bien. Et alors quand vous allez dans les plus hauts grades, ça devient liberté, devoir, pouvoir. Déjà on se rapproche. Mais vous allez voir que c'est pas fini. Parce que les hauts grades maçonniques, c'est de la cabale pure. Moi, justement, je me suis intéressé à ça, sinon jamais j'aurais pu comprendre où ça allait. Donc, avec la cabale, vous renversez les lettres D et P. Ça devient L, P, D, qui veut dire Lilia Pedibus Destruere, en latin, et qui était le code de reconnaissance des hauts grades, qui signifie donc foule aux pieds les lisses, hein, donc c'est-à-dire détruit le catholicisme et détruit la royauté. Alors de façon discrète tout de même, parce qu'il savait que s'il montrait cela de façon trop évidente, l'opéra pourrait être interdit. En revanche, les symboles sont suffisamment éloquents pour que le public dans la salle, et en particulier les francs-maçons, puissent reconnaître immédiatement qu'il s'agissait là d'un hommage à la franc-maçonnerie, sans aucun doute. Une autre figure de l'humanisme en France est Montaigne, 1533-1592. Qui contribue à ce courant littéraire et philosophique par l'apport d'idées nouvelles dans le champ de la politique. Son ouvrage « Les Essais » affirme l'autonomie de la raison, son pouvoir à libérer l'homme des préjugés et ainsi d'assurer sa propre autonomie. Et le transhumanisme, ça a dégénéré en fait, ça a dégénéré de ça parce que aujourd'hui, c'est détruire l'homme en fait carrément. C'est anti-humaniste en fait le transhumanisme. Je veux dire, toutes ces histoires à propos de Jésus ressuscité des morts et fils de Dieu, c'est des fake news. De puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Vous savez, on discute beaucoup du hackage des ordinateurs, comme les Russes ont hacké les ordinateurs d'Hillary Clinton. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous essayons de hacker les êtres humains. Et comme on a entendu ici précédemment, sur ce plateau, c'est que finalement, les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer. Les humains sont maintenant des animaux que l'on peut pirater. Vous savez, toute l'idée que les humains ont cette âme, cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre, et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc l'idée que quoi que je choisisse aux élections ou au supermarché, ce serait mon libre arbitre, c'est fini. Toujours à des idéologies. C'est ça. Des espèces d'utopies néfastes en fait pour l'humanité quoi. J'en fous hein. Harry, c'est malade. Tu as encore du temps devant toi, si tu vis jusqu'à on va dire 80-90 ans, tu penses que tu vas combattre toute ta vie par rapport à ça, par rapport à ces personnes. Est-ce que ça peut se conclure cette année, cette histoire? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se bouger beaucoup? Enfin, qu'est-ce que tu penses? Le combat, est-ce que le combat va durer longtemps? Moi en fait, alors j'ai été jeudi au rassemblement contre la retraite à l'appel des syndicats. Mais j'étais au Mans moi, il y avait 20 000 personnes. Et je me suis dit, waouh, 20 000 personnes là, grosse mobilisation. Mais je me suis dit, le problème, c'est que c'est une mobilisation massive à l'appel des syndicats. C'est pas une mobilisation massive populaire qui soit spontanée, qui vienne de nous, gilets jaunes, etc. Enfin, du peuple. Et je me dis, c'est quand même dommage qu'il n'y ait mobilisation que parce que, en fait, il y a des syndicats qui ont appelé à la grève et que du coup, il y a des syndiqués qui se sont mis à faire grève, à poser leur jour et puis à grossir les rangs quoi. Et je trouve ça très dommage qu'on n'arrive plus aujourd'hui à mobiliser autant massivement
sans les syndicats. On n'arrive pas. J'ai l'impression qu'on est incapable de le faire sans les syndicats aujourd'hui. Comme des enfants qui ont besoin d'un appel. Les syndicats, pendant le Covid, ils n'ont pas défendu les suspendus. Et puis comme ils sont très connotés extrême gauche, le droitard, forcément, qui arrive à la manif où il voit que des FO, CGT, il va se dire je vais pas être à ma place. Donc en plus ça nous divise. Voilà, comme la NPA, si on est tous. C'est ça le problème, c'est que ça rassemble pas. C'est ce que j'avais dit à un syndiqué. Je lui avais dit qu'ils n'avaient pas défendu les suspendus. Il m'avait dit ouais, je vais faire remonter, etc. Bon, okay. Et je leur avais dit mais le problème avec la CGT, c'est que la CGT, tu vois des ballons, des drapeaux CGT partout. Le mec, admettons, qui est droitard, il va pas se sentir à sa place. Donc ça rassemble pas, quoi. Pour moi, ce qui est bien avec le gilet jaune, c'est que c'est transpartisan. Ça rassemble vraiment tout le monde. Donc voilà, c'est ça le problème. Mais c'est bien, c'est un début de quelque chose quand même. Et de ta jeunesse, tu es beaucoup plus jeune que moi, que d'autres aussi. Tu penses que tu vas prendre encore un peu de temps pour ce combat? Tu es parti pour la lâcher en fait. Ah oui, moi je suis. Puis alors c'est pas à 25 ans que je vais lâcher quelque chose. Alors là, j'ai pas d'obligation, j'ai pas d'enfant par exemple. J'ai le temps, je veux dire, tu vois. Tu vas faire ta vie en rapport aussi avec ces éléments, en rapport avec ces adversités, ces personnes qui peuvent aussi travailler à la France. Ouais. Tu dois faire avec. Je dois faire avec, mais je dois la combattre. Je peux pas me résigner. Ouais, faire avec, c'est pas forcément être d'accord, mais faire avec cette adversité, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je suis trop, en fait, alors c'est peut-être aussi parce que j'ai 25 ans, que j'ai plein d'énergie, je sais pas, peut-être qu'à 40 ans je serais différent, j'en sais rien. Pas sûr. Mais... Je te dis à 40 ans, tu peux être pareil qu'à 25 ans. Ouais, tu t'es pareil, tant mieux alors. Non, mais t'en fais pas, le plus longtemps possible, tu vas être jeune, même après encore. Bon, tant mieux parce que... C'est une question d'entretien, même d'une enveloppe corporelle, mais aussi d'entretien d'esprit. C'est sûr, ça c'est clair. Tu peux être encore plus jeune aussi. C'est clair. J'ai coupé, mais... Non, t'inquiète pas, je parle beaucoup aussi des fois. Mais c'est un cours. On déblatère. Mais non, mais enfin, je peux pas lâcher. Par exemple, tu vois, j'ai écouté un peu le live que tu as fait hier avec Loulou, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il est très sympathique, c'est pas le problème, mais à un moment donné, vous parliez de résilience. Comment on peut faire pour être résilient, etc. Et moi, pour moi, c'est la pire des choses en fait de se dire ça. Pour moi, c'est déjà être dans la défaite. À partir du moment où on se dit il faut être résilient, c'est il va falloir s'adapter. Oui, on se fait écraser. Je crois que t'es un petit peu. T'aimes pas trop ce moment-là. Non, parce que je veux pas faire avec toute ma vie, tu vois. Je voudrais renverser les choses. C'est pour ça qu'on est là. Donc si je m'étais dit que j'allais être résilient et que j'allais m'adapter, tu vois, j'aurais pas lutté. Parce que la lutte, c'est le contraire de l'adaptation. C'est au contraire une... c'est prendre de front, tu vois. Est-ce que t'es un révolutionnaire alors? Oui, je pense. De toute façon, oui. De toute façon, on est dans un régime, dans lequel l'état de droit a disparu, qui est sur le plan du droit complètement putatif. Donc, en fait, c'est même de mon devoir en tant que citoyen patriote de protéger en fait mon pays contre un régime qui a dégénéré et qui n'est même plus constitutionnel en fait. Et ça c'est depuis le traité de Lisbonne. À partir du moment où on respecte pas effectivement le plébiscite et le scrutin populaire, le pouvoir il a perdu toute légitimité. Enfin, je veux dire, quelle légitimité a un gouvernement qui ne respecte même pas la décision de son peuple en 2005, qui fait passer un traité que le peuple avait refusé? Plus aucune légitimité, même d'un point de vue du droit. Toi, t'es né au XXe siècle. Et depuis une vingtaine d'années, il y en a des événements, des documents que tu peux consulter sur Internet. C'est vrai. Des complots, plein de choses comme ça, des vrais complots. Ouais, tout à fait. Je pense que tu t'informes depuis longtemps, non? Je T'as grandi avec les réseaux aussi. Du coup, je suis génération Internet, du coup. Mais t'es pas trop non plus forcément comme d'autres sur les jeux en permanence. Non, ça c'est sûr. T'es dans une recherche de faits.
Je suis dans une recherche de fait, ouais. Ouais, tout à fait. C'est ce qui t'amène aussi à sortir. Ouais, tout à fait. Non pas seulement rester sur les écrans, mais aussi à bouger, quoi. Ouais, complètement. Il y en a qui disent sortez, il faut bouger. Déjà, les réseaux, c'est important d'aller consulter ce qu'il faut consulter pour soi. Ouais, tout à fait. Se faire une idée. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui restent avec leur écran pour ça les endort, quoi. Ouais, et puis, ouais. Puis bon, l'écran, ça abrutit, autant en faire quelque chose d'intelligent, quoi. Ouais. Et oui, bien sûr, il faut profiter, en fait. Internet, malgré tout ses défauts, ça a un certain avantage, c'est quand même, je veux dire, Internet utilisé à bon escient, c'est une arme, hein. Ouais. C'est une arme magnifique en réalité. Hein, c'est tellement une arme que c'est très censuré. Après, tout à fait, ouais. Il y a toujours des soucis quand tu veux poster quelque chose. Complètement, ouais. C'est contrôlé, toujours plus contrôlé. Ça c'est sûr, c'est clair. Ouais, tout à fait. Ils sont d'accord avec toi. La résilience, c'est pas bon. Non, la résilience, ouais, c'est... Ah ouais, résilience, ça fait défaitiste. Ouais, non, mais bon, après, le loup, ça dépend comment je le connais pas personnellement. Pourquoi alors? Ou alors un peu comme le roseau qui plie mais ne rompt pas. C'est peut-être aussi pour envisager un combat. Ouais, un combat. On peut le voir aussi comme ça. Ah, pour toi aussi, la vie est un combat. Ah ouais, de toute façon, la vie est un combat, je pense même pour tout le monde. Il y a de ça aussi. Pour toi et pour moi, je pense qu'on le sait. Complètement, tous les jeunes. Peut-être pas tous les gens, c'est sûr. C'est clair. Ok, tu continues les manifestations, les manifs gilets jaunes. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est important. Et puis, au Mans, malheureusement, bon, déjà à Paris, on n'est pas forcément très nombreux, c'est dommage. Mais Paris, c'est venez les gens. Et bon, Paris, voilà. Mais en province, au Mans, il n'y a pas toujours grand monde. Hein. Ouais. Et là, il y a eu vraiment du monde, 20 000 personnes. Le Mans, c'est ton coin. Ouais, c'est ma ville. Ouais. Et là, ils ont bougé, mais avec l'appel des syndicats. Voilà, là, il y a 20 000 personnes, place des Jacobins, le truc qui n'est pas arrivé depuis. C'est comme en 2021, quand il y a eu beaucoup de monde qui sont sortis dans les manifs et gilets jaunes. Et c'était aussi en réaction par rapport à ce qu'avait dit le président. Ouais. Là aussi, je dis d'accord, mais c'est en réaction. Ouais, c'est tout le temps en réaction, c'est clair. C'est ça. Soit organisé par les syndicats, soit en réaction par rapport à un pouvoir. C'est ça. C'est autre chose. Mais c'est toujours en réaction. De toute façon, ceux qui se bougent aussi, parce qu'ils veulent changer de système, sont aussi en réaction. C'est pas forcément. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est dommage d'être presque de s'endormir entre temps. Mais bon, après, je veux pas. C'est chiant de sortir dans la rue aussi. Enfin, moi, c'est plaisant parce qu'on voit des gens, on discute, etc. Mais je comprends que ça puisse être saoulant et épuisant pour certaines personnes aussi parce qu'on voit que ça change rien. Mais bon, encore une fois, le nombre et l'organisation faisant tout, si on était nombreux et organisés. Toi, t'aurais pas pu aller dans le manif là? Ah ouais, les filles, non. Non. Ouais, bah, surtout pas avec mon gilet jaune, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Non, syndicat, je l'ai fait quand même. Mais non, on n'a peut-être pas déconné non plus quand même. Je te remercie Enzo, on s'est déjà vu. On va se revoir. Bah ouais, on va se revoir carrément, ça marche. Merci. Ouais, merci, ça marche.